Je donnais raison à certains des trolls, même les plus violents, parce qu'il y a toujours une part de vérité dans une insulte. Eux, ils s'en foutent parce qu'ils sont dans leur bulle. Donc allons investir cet espace et on va les grands remplacer. Parce que si un jour on est potes avec Dino, je saurais qu'il ne servira pas de moi comme token PD. Donc je suis très content, merci Dino. Salut, c'est Danny Caligula et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Danny? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on est content que tu sois là. Ah, moi aussi. T'es un passionné de philosophie, t'as 28 ans, t'as ouvert une chaîne YouTube il y a 8 ans, mais tu l'as quitté pendant une période. Tu l'as quitté parce que t'as subi un lourd harcèlement dessus, pour te concentrer plus sur Twitch. Il n'y a pas que le harcèlement, mais... Ah, il y avait quoi d'autre? Ouais, j'étais lassé aussi un peu de YouTube. Mais justement, t'es pas revenu complètement sur YouTube, tu t'es plus concentré sur Twitch depuis 1 an et demi. Ouais. C'est quoi la différence avec YouTube? Il y a plus de bienveillance sur Twitch? Non, c'est nouveau et puis même c'est différent. En fait, même, pour revenir sur le truc, c'est que j'ai quitté YouTube parce que il y avait un tas de facteurs. Il y avait déjà YouTube avait une plateforme qui avait beaucoup changé. Il y avait beaucoup de violence sur les réseaux sociaux, ça en faisait partie. Mais il y avait aussi le fait que c'était de plus en plus dur de faire du contenu entre guillemets intello ou politique sur YouTube parce que tu te faisais démonétiser, tu te faisais censurer, on était tous parano sur l'algorithme. Donc il y avait une mauvaise ambiance, on va dire, sur YouTube. Et il y avait ce truc où tu postes ta vidéo et puis c'est un peu froid, les gens ils mettent des commentaires. Premier jour, c'était fan, donc c'est cool. Deuxième jour, c'est les gens qui te détestent, donc c'est moins cool. Et Twitch, il y a ce truc, c'est plus instantané, c'est du temps long aussi. Et c'est pour ça que j'ai préféré Twitch à TikTok. Pour de la pensée, c'est quand même plus intéressant de parler pendant 4 heures que pendant 10 secondes. Du coup, c'est ça qui m'intéressait vraiment sur Twitch. Et ouais, c'est plus bienveillant parce que tu as une communauté, tu as des réguliers, donc tu peux t'appuyer sur eux quand il y a des trolls, qu'il y a des gens qui se ramènent. Mais j'aime bien les trolls aussi, on aime bien parler avec eux, on aime bien même se défendre et tout. Et comme c'est instantané, c'est plus fun que d'avoir juste des commentaires et des commentaires, quoi. Et toi, sur Twitch, tu essaies d'amener du débat politique et populaire surtout, notamment avec un format qui s'appelle Squat Philo, qui est tourné dans un squat, et où tu abordes plein de sujets différents, sous des invités différents, avec des sujets, par exemple, comme est-ce qu'on peut réussir sans être un fils de pute? Les mecs sont en mode, en vrai, il n'y a pas les autres, moi je suis rien et je sais pas à quoi me comparer, je sais pas comment me développer. Le fait qu'il y a les autres, ça me met la barre plus haut, et du coup j'ai envie de me développer plus haut, donc j'ai besoin des autres. Et c'est pour ça que c'est de la réflexion anarchiste, c'est qu'ils sont pas à se penser que eux tout seuls et comment ils vont dominer les autres. Ils pensent aussi faut vivre avec les autres, pour vivre bien soi. Mais j'ai l'impression que plus tu avances là-dessus, moins tu es individualiste. Parce qu'en fait, tu souhaites intérieurement que l'autre soit aussi fort que toi pour se débrouiller aussi bien que toi. En fait, c'est le rêve libéral. Tu vois. Mais c'est pour ça que Stirner, il disait, il n'y a que l'unique. Il se moquait des gens qui croyaient en Dieu, qui croyaient en collectif, qui croyaient dans le communisme, qui pour lui, c'est de l'idéologie. Ils s'enferment, c'est leur ego parce qu'ils veulent se comparer à Dieu, etc. Donc en fait, la seule chose dans laquelle il faut croire, c'est soi. Est-ce que c'est le meilleur endroit, Twitch, pour l'instant, en ce moment, pour parler politique et pour débattre? Ouais, je pense. Et puis il y a eu Samuel Etienne qui avec tous les paradoxes qu'il a suscités, qui a un peu été l'illustration de ça ces derniers temps, quoi. Samuel Etienne, donc, qui a invité des politiques Après, moi, je pense que ça, c'est la mauvaise manière de faire de la politique sur Twitch. Mais c'est bien parce que ça ouvre le sujet à tout le monde, puisque tout le monde s'en empare et tout le monde est « Ah, je trouve ça intéressant, oh, c'est bizarre, il faut voir comment ça évolue ». Mais ce qui est bien, en fait, c'est que simplement, c'est du temps long et il y a de l'interaction. Et je pense que déjà, c'est 2 bonnes bases pour bien parler de politique. Parce que si c'est trop court, on a le temps de rien dire. Et s'il n'y a pas d'interaction, ça peut vite être un entre-soi, entre justement un journaliste, un invité, comme il y a souvent à la télé, quoi. Et on sait que ça ne va pas aller très loin. Alors que moi, avec l'interaction, si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut le dire tout de suite. Et on peut choisir de rebondir dessus, quoi. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit du live, ça encourage les gens à dire plus facilement ce qu'ils pensent? Ouais, après, c'est les réseaux sociaux de manière générale. Sur Twitter, les gens disent ce qu'ils pensent, peut-être trop parfois. Ouais, mais ils se font tirer dessus juste après. Ouais, mais sur Twitch, tu peux te faire tirer dessus aussi. Si le streamer est bon, il peut te tirer dessus aussi. Puis même, il y a les autres gens. Non, mais après, peut-être, il y a plus de gens honnêtes, parce que comme c'est des petits pseudos qui défilent très vite, il y a des gens, ils peuvent tenter des choses, tu peux vite être anonyme aussi. Donc peut-être ils viennent avec une opinion plus brute, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est fort, quoi. Toi, tu disais que c'est pas forcément ta manière de faire de la politique, la manière de Samuel Etienne. Et tu as quelque chose d'assez libre. Tu n'as aucun problème pour dire énormément d'insultes. Et il y a 2 mots qui reviennent très très souvent dans tes lives, c'est ceux-là.
Bourgeois, 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 bourgeoisie, bourgeoisie, bourgeois, petit bourgeois, bourgeois, PD, gros PD, PD. Ouais, bon, bourgeois, on le dit moins. PD, on le dit qu'avant. toujours, mais ouais, mais on nous l'a reproché beaucoup. J'ai trouvé ça, c'est politique d'ailleurs, je trouve ça politique qu'on nous reproche de l'utiliser. Parce que nous, on l'utilisait aussi, on trouvait que c'était marrant et que c'était, pour le coup, que c'était l'insulte la moins dangereuse, quoi. On t'a Parce reproché plus d'utiliser bourgeois que PD, par exemple. Ouais. Bah, PD, ils peuvent moins, parce qu'il faut être Alors PD que pour me bourgeois, reprocher. alors que bourgeois, c'est sociologique. Enfin, c'est un. Ouais, ben oui, mais c'est les bourgeois m'ont reproché de le dire bourgeois. C'est ça qui est drôle. Mais du coup, ça va, les PD me reprochent pas trop de dire PD. Je pense que tant qu'on l'est, ils sont en mode oui, c'est bon, allez. En ce moment, on entend beaucoup le mot islamo-gauchiste. Ouais. Et quelqu'un t'a traité d'islamo-PD. Oui, bah, ils m'ont même traité de Dimi une fois. Ça, c'est assez incroyable. Tu vois ce que c'est ou pas? Non. Ça veut dire que tu es sous l'emprise du califat islamique et que tu vis, sous ces règles-là en France. Donc, enfin voilà, ces genres de choses. Ou même, c'est la casquette de Raz. Il a une casquette Gucci du marché. Et il y a un mec qui a réussi à dire que c'était une casquette d'arabe. Comment tu gères ce genre de... Ah, je suis habitué. Ouais. Ah ouais, je suis habitué. Tu t'es créé une sorte de muraille, justement, après Wow. avoir subi un lourd harcèlement il y a quelques années. Bah en fait, ça fait mal à l'origine parce que tu te dis pourquoi les gens... En fait, moi, je veux comprendre pourquoi on me dit ça, en fait. Du coup, ce qui me faisait mal, c'est de me dire, ils ont peut-être raison sur certaines choses. Et d'ailleurs, je trouve que dans même le harcèlement que j'ai vécu, il y a des choses où... Enfin, je donnais raison à certains des trolls, même les plus violents, parce qu'il y a toujours une part de vérité dans une insulte. Donc c'est ce truc de vraiment trop comprendre aussi, des fois, de trop vouloir essayer de comprendre quelqu'un qui est méchant. Alors parfois, ils sont juste méchants parce qu'ils s'ennuient ou parce que leur vie est triste. Et il faut pas... Je pense que je me perdais un peu dans ça avant. Et aujourd'hui, j'en ai reçu tellement que, bon, au bout d'un moment, ça me fait plus rire qu'autre chose. Il y a aussi le fait que je suis entouré. Je suis pas seul dans l'aventure Twitch, par exemple. Donc avec Raz, ça nous permet de décompresser. Quand il y en a un qui prend mal un truc, on va tout de suite dire « Oh, allez, arrête, c'est pas grave ». Et ensuite, par rapport à la dureté de la vie, ça va. C'est quelques commentaires sur les réseaux. Ça nous fait rire, quoi. On craint plus la violence qu'il peut y avoir, par exemple, avec les gens du squat. La violence qu'on peut se prendre qui est réelle, qui est celle de... Parce que, donc, pour resituer, comme on l'a dit, ton émission, on peut appeler ça une émission, Squat Philo, Ouais. qui est tournée dans un squat. Vous avez installé l'émission sur place. Et récemment, tu as posté un reportage sur ta chaîne YouTube où tu montres une expulsion du squat par les policiers. Ça fait 12 heures, ça fait 12 ou 10 heures qu'on se fait tabasser et expulser d'un lieu où on a été autorisé à résider par vos propres collègues il y a 3 jours et vous n'êtes pas capable de retrouver ce rapport qui est censé être le truc que vous devez faire et défendre nos droits et défendre nos amis qui se font tabasser. Et en plus de ça, on se fait pousser, on se fait gazer et on se fait jeter à la rue alors qu'on a nulle part où dormir. En fait, ça, c'est un autre squat. En fait, il y a le squat où on tourne ça, c'est le Totoro, et qui est un lieu où moi, je connais beaucoup de gens depuis longtemps. Et donc, c'est le lieu qu'on a choisi pour le faire. Sauf que ce lieu-là, il y a eu un procès, il y a eu une expulsion légale qui va se faire là en juin. Et il y avait un deuxième lieu, du coup, parce que il y a des gens qui vivent au Totoro, mais aussi des gens qui sont à la rue, qui galèrent, etc., qui vivent dans d'autres squats. C'est la vie de squatter, c'est que tu te fais expulser. Donc tous les 6 mois, tu dois déménager et retrouver un autre lieu inhabité, abandonné, où dormir pour survivre à l'hiver. Et donc là, ils sont mis à plusieurs pour prendre un nouveau bâtiment. Et là, il y a eu une expulsion illégale, c'est-à-dire que ce n'est pas la police qui est venue les expulser. Normalement, il faut une procédure, un procès, etc. Enfin, il y a des lois qui normalement régissent tout ça. Et là, non, c'est une milice privée, donc c'est-à-dire un mec qui est arrivé, qui a une sorte de promoteur immobilier qui travaille pour le propriétaire du bâtiment. C'est un bâtiment abandonné depuis des années. Et il est venu, il a tabassé le Pete, qui est notre ami, qui est l'ouvreur du squat. Et il l'a tabassé purement et simplement, avec la complicité de la police, puisque la police a laissé faire. Et donc moi, je suis intervenu à ce moment-là pour filmer ça, garder une trace, éviter que ça déborde aussi. Parce que la grosse peur qu'on avait, c'était que ça se fasse qu'on soit plusieurs à se faire fracasser, quoi. Et c'est ça, voilà, ça c'est la violence qui me fait peur. À côté des mecs qui me traitent de fils de pute sur Internet, ça nous touche plus vraiment, quoi. Je t'ai déjà entendu dire que quand tu étais plus petit, à la télé,
tu avais l'impression qu'il y avait beaucoup de mépris de classe dans les émissions. Ça se traduisait par quoi? J'ai un exemple. Je me souviens, je crois que c'était Apathy, je crois. Je suis pas sûr, donc je vais pas mettre quelqu'un dans la sauce. Jean-Michel Apathy. Mais c'était, je me souviens, mon père, en fait, était très fatigué à cette période-là. Il travaillait beaucoup. Il était très fatigué. Il rentrait, il était mort. À chaque fois, il rentrait, il mangeait. Il était vraiment... il en pouvait plus, quoi. Et un soir, il rentre, il est vraiment très fatigué. Et là, je crois que c'est Apathy qui a dit un truc en mode... ouais, bon, les ouvriers, ils travaillent pas assez, ou les employés de mairie, machin, quelque chose comme ça. Genre un truc comme ça. Et j'étais là, je le voyais avec son beau costard sur un beau plateau, en train de dire ça. Ah, ça m'a mis la rage de ouf. J'étais jeune, hein, je comprenais rien à la politique et tout. Ça m'a mis la rage de ouf de voir ça. Et c'est ce genre de truc où tu te dis, ouais, la télé, au final, c'est des mecs qui parlent, ils sont dans une bulle, quoi. Et c'est inaccessible, c'est loin de nous. Et c'est pour ça qu'Internet m'a plu très vite, c'est que je me suis dit, et en plus, eux, ils s'en foutent parce qu'ils sont dans leur bulle. Donc allons investir cet espace et on va les grands remplacer. Par Internet. Ouais, voilà. Ta plus grosse claque philosophique, c'est le mythe de Sisyphe, de Camus. Il t'a fait réaliser quoi, ce livre? Plusieurs choses. Déjà, c'est un livre qui commence par « Il n'y a qu'une seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est le suicide. Donc le sens de la vie, savoir si la vie vaut la peine d'être vécue. » Et déjà, quand on est adolescent, moi je l'ai lu, j'avais 15 ans, un truc comme ça. C'était une question qui m'obsédait, de me dire, mais en vrai, à quoi ça sert de vivre alors que, un, je vais mourir, et deux, la vie est dure, donc autant mourir tout de suite presque. Donc ça m'obsédait pas mal. Donc je lis ça, je prends une petite claque, mais il y avait aussi le truc de me dire, en vrai, je peux lire ce genre de livre. Moi, j'avais été plutôt un profil élève moyen, voire cancre, quand même. Donc j'étais en mode, en fait, je peux lire ce genre de choses, et vas-y, je vais m'investir là-dedans. Il y avait aussi un truc très bizarre, mais c'était vraiment... J'étais un peu bête, je pense, mais il y avait un truc très bizarre aussi où je me disais, j'ai pas vraiment de talent, et en fait, à chaque fois, je m'y suis pris trop tard. J'ai commencé les choses trop tard. Et là, la philo, je me disais, en général, la philo, on commence plus tard qu'à 15 ans. Donc si je commence maintenant, peut-être devenir bon. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ouais, au final, c'était pas si bête que ça. Tu disais que t'avais pas forcément des bonnes notes, t'étais un peu un cancre quand t'étais à l'école. Et finalement, aujourd'hui, tu cites Todd, tu cites Nietzsche, tu cites tous les plus grands philosophes, tu parles de ça tous les 2 jours. En fait, le switch, c'est le moment où je me suis rendu compte que justement, ceux qui en parlaient à la télé, en fait, ils avaient rien lu. Parce que quand je commençais à lire les trucs, je comprenais pas tout. J'étais hyper humble, en mode, oula, je suis pas sûr de tout comprendre. Mais quand même, quand je les entendais en parler, quand je les entendais parler de Camus, j'étais en mode, mais en fait, ils savent pas de quoi ils parlent, ils ont rien lu du tout, ils disent de la merde. Et c'est quand je les ai vus dire de la merde que je me suis dit, en fait, si eux, ils arrivent à faire genre, moi, je devrais pouvoir y arriver aussi. Et ça m'a un peu motivé. On entend souvent que la télé, c'est fini maintenant, que pour les plus jeunes générations, c'est complètement mort. Tu penses que c'est pareil pour YouTube? C'est sûr que YouTube est en train de vieillir, après, ça peut toujours évoluer. C'est marrant de voir qu'il y a des vagues sur les réseaux. Avant, on pouvait se dire, ouais, il y a un truc qui va être hégémonique. Aujourd'hui, maintenant, on a connu quoi? MySpace, Facebook. Je pense que là, déjà, je parle déjà de 2 fossiles. Il y a Instagram, là, qui a commencé à un peu réémerger. YouTube, pareil, on est peut-être sur... Pas forcément sur la fin, ça va probablement continuer à rester. Mais peut-être qu'il va y avoir une plateforme qui va supplanter. Twitch, qui est nouveau, TikTok. Et il y a déjà des nouvelles choses qui arrivent. Donc, je pense que c'est les réseaux sociaux qui changent. Et les créateurs de contenu, ils vont s'adapter. Et peut-être les créateurs de contenu qui ont les carrières les plus longues sont ceux qui peuvent le mieux s'adapter au changement. Et en vrai, quand on regarde quelqu'un comme, je sais pas, Cyprien, il a commencé sur Dailymotion, il s'est toujours adapté. Il est sur Twitch aussi, il est sur TikTok. Je pense que c'est ça aussi peut-être qui compte. Et chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que tu peux choisir ce que tu préfères, quoi. Si tu es plus dans la beauté, tu vas privilégier Instagram et YouTube pour faire des vlogs et machin. Et si tu es plus comme moi, à vouloir faire du contenu un peu sérieux, politique, humour, tout ça, Twitch et YouTube, c'est plus adapté. Donc moi, je me concentre sur ces 2 plateformes principalement. Toi, elle vient d'où ton envie d'expliquer, de poser des questions, de rendre accessible aux autres? Est-ce qu'elle vient en partie de justement ce dont on parlait tout à l'heure, de la télé où tu te reconnaissais pas, ou elle vient d'où cette envie? Ouais, de la télé. Et puis même, je me souviens qu'après avoir lu Le mythe de Sisyphe, j'avais une angoisse en moi qui était en mode...
Et vas-y, j'ai payé ça le prix d'un sandwich. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma tête. Et ça m'a rendu plus libre. Et je me sentais égoïste un peu d'avoir ce truc que pour moi. Et donc je voulais en parler aux autres. Et dès que j'en parlais aux autres, ils me disaient mais vas-y, tu casses les couilles, frère, avec ton livre là. je m'en fous. Et en fait, c'est ce truc de mais pourquoi moi ça m'aide et ça aide pas les autres? Est-ce que c'est parce que c'est moi qui explique mal? Ou alors est-ce que c'est parce qu'ils s'en foutent? Et je me suis dit non, je suis sûr que c'est parce que j'explique mal. Donc on va essayer de bien expliquer. Et je pense que c'est ça qui a lancé un peu le truc de trouver un moyen d'expliquer ce que j'ai compris aux autres parce que ça va leur être utile et ils vont pouvoir aussi me dire, eux, ce qu'ils ont appris. Et en fait, je me dis juste, on n'a qu'une vie et il faut se partager les astuces parce qu'on va mourir vite, quoi. Donc il faut vite comprendre tout ce qui se passe pour profiter au maximum. En fait, t'aurais aimé, toi, plus jeune, qu'il y ait quelqu'un comme toi qui t'explique ça, qui t'explique ce genre qui t'explique des concepts, qui te... Bah, le Somme du Sens, c'est un film que j'ai fait en me disant voilà ce que j'aurais aimé entendre à 15 ans, probablement, quoi. Le Somme du Sens, c'est un gros projet, un de tes plus gros projets. Ouais. Ça dure 1 heure, c'est un film. Ouais. Tu parles de plein de concepts philosophiques, tu poses des questions. Tu l'as sorti en 2019, fin 2019. Ouais. On regarde un extrait où tu parles d'identité. L'identité n'est pas figée. Elle transitionne sans cesse et se perd dans ses propres détails. Je comprends, mes sœurs. L'ennui, c'est que j'aimerais être une femme aussi ridiculement que je me souhaite d'être le meilleur des hommes. Et si l'on pouvait sortir du corps? L'idée est vieille comme celle de Platon. Et si l'on pouvait se projeter dans l'esprit, sans avoir à se soucier de la forme de son enveloppe? Dans Le Somme du Sens, tu parles beaucoup d'identité. Mmh. Et même en règle générale, tu parles beaucoup de ça dans tes lives. C'est une question qui revient souvent. Tu parles de masculinité toxique aussi. Est-ce que tu penses que ça fait autant de mal et autant de tort aux femmes qu'aux hommes, ce qu'on appelle la masculinité toxique? Bah alors, oh là, c'est là où il faut faire un live de 3 heures. C'est que la question est complexe. Le concept de masculinité toxique, à l'origine, il a été utilisé par des chercheurs qui s'intéressaient au PTSD des soldats qui revenaient de la guerre. Et en fait, on sait que pour soigner alors le PTSD, c'est le stress post-traumatique. Et pour soigner cet état-là, donc cauchemar, insomnie, lié à la guerre, hein, bien sûr, il faut parler. Il faut pouvoir se faire accompagner, faire une psychothérapie, entre autres. Et la plupart des hommes qui revenaient du front, ils étaient piégés dans une masculinité toxique, puisqu'ils n'arrivaient pas à parler, à dire qu'ils souffraient. Donc comme ils n'y arrivaient pas, soit ils allaient vers le suicide, soit vers la dépression, et ils ne pouvaient pas se soigner de ce trouble-là. Donc à l'origine, c'est plutôt un terme qui est quand même très spécifique, et qui est là pour dire, oh là, ça devient tellement toxique, cette injonction à ne pas parler, que ça tue les gars, en fait. Donc il faut faire quelque chose. Et ensuite, le féminisme l'a récupéré pour faire des critiques pertinentes, et les réseaux sociaux l'ont récupéré pour un peu juste faire des vannes contre les mecs et tout. Moi, ça me fait rire, en plus, la plupart des vannes comme ça. Mais voilà, c'est pour ça que le truc, souvent, aujourd'hui, le problème, je trouve, c'est qu'on a tendance à croire que, du coup, la masculinité est nécessairement toxique. Et ça, d'ailleurs, on va traiter ça là bientôt sur YouTube. Le premier sujet, c'est la masculinité, la violence est-elle masculine? Donc, ça parle de ça, justement. C'est aussi une grosse question, ouais. Ouais. La génération qui suit juste après, ceux qui sont nés dans les années 2000, c'est des questions qui se posent beaucoup. C'est les questions d'identité, les questions de genre. C'est quoi la plus grosse force qu'ils ont, cette génération? Par rapport aux plus vieux. Par rapport aux boomers. Ouais, par rapport aux boomers. Je pense Internet, déjà. C'est tout bête, hein. Même une diversité, quoi, sociale, mais aussi de genre. Enfin, moi, en tout cas, après, c'est peut-être plus spécifique à mon histoire, mais j'ai grandi entouré de gens différents et ça m'a permis de comprendre. Enfin, c'est incroyable de pouvoir aller manger, je sais pas, des plats chinois, puis après d'aller manger des plats qui viennent du Mali, puis après rien que ça t'ouvre, tu comprends, tu vois des parents très différents, des choses. Donc ça, je pense que ça t'enrichit. Et puis après, avec Internet, on a très vite vu des choses qui se passent un peu à travers le monde. On est même parfois trop connectés, mais du coup, on reçoit plein d'informations. Et la question du genre, qui est une forme de quand même révolution culturelle, qui se passe pas mal en ce moment. Et la question de la fluidité du genre, moi, c'est ça qui m'intéresse surtout. C'est-à-dire
tout ce qui va se passer entre les parcours transidentitaires, la question de l'orientation sexuelle, tous ces débats-là. En gros, ce qu'il dit, c'est que on confond un peu tout et on va mettre des personnes trans dans le même panier que des gens qui veulent pas se conformer au genre. Et qu'en fait, c'est pas forcément exactement la même chose, mais c'est la preuve qu'il y a des problèmes conceptuels et qu'il y a des bagarres qui font que c'est compliqué de savoir, parce qu'il y a des gens, quand ils vont dire trans, ils vont englober les personnes qui se disent non-conforming, et d'autres qui vont au contraire dire attention, il y a une distinction entre ne pas se conformer à son genre et être trans, c'est-à-dire avoir vraiment le désir de changer de sexe. Ça nourrit, je pense, cette génération qui est, à mon avis, plus ouverte d'esprit et essaye plus de comprendre l'autre. Et c'est en tout cas que tout le monde est un peu unique et que plein de gens sont différents et que, en général, quand on ne comprend pas quelque chose, c'est parce qu'on ne connaît pas. Et je pense que ça, c'est un gros atout qu'on a pour la suite, parce que moi, je crois beaucoup à la dialectique, c'est-à-dire au fait que plus il y a de la diversité, plus il y a de la contradiction, plus il y a des rapports de force, plus c'est difficile, c'est sûr, mais plus on est riche à la fin. Et je pense qu'au contraire, si on se ressemble tous et qu'on se sclérose comme ça entre nous, c'est là où on devient triste, quoi. Et je pense pas que c'est vieillir qui rend triste. Il y a des gens vieux qui sont merveilleux. Mais je pense que c'est s'enfermer et rester dans son petit entre-soi. C'est comme ça qu'on pourrit, je pense. Sur Internet, en tout cas, vous parlez beaucoup de ça avec Raz, dans les lives. Il va venir pour discuter de rap avec toi. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Raz ? Salut, ça va bien, ça va super. Vous êtes quoi ? Vous êtes collègues ? Ouais. Collègues... Je sais pas, on est frérots en vrai. Amis, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, vous faites des lives ensemble et vous parlez de bourgeois ensemble. Voilà, exactement. Et de PD ensemble, en l'occurrence. On ne fait que ça. Mais surtout, vous êtes rassemblés autour du rap à la base. Ouais, vous êtes tous les deux des gros passionnés de rap. Ouais, je pense que c'est l'un des premiers trucs qui nous a... Ça et la politique, je pense. Ouais. C'est deux trucs qui nous rassemblent le plus. De toute façon, on écoute du rap, on parle de politique depuis des années. Donc... On parle de politique. On fait la même sur Twitch, maintenant on est payé, c'est mieux. Ça, avant, on le faisait en secret, on le faisait entre nous, on discutait toute la journée de rap, de politique. Puis un jour, on s'est dit, on pourrait se faire payer pour ça. On a une idée de génie, le faire devant des gens. Et voilà, du coup, c'est parti depuis, ils nous écoutent le faire. Je vous propose, les gars, que je vous cite des phrases du répertoire du rap et que vous m'en parliez de façon philosophique ou politique. Super. Parfait. Ce que vous faites souvent dans vos lives, finalement. C'est clair. Parce qu'en plus de vous appuyer sur des écrivains et des sociologues, des philosophes, vous vous appuyez souvent sur des textes de rap. Ouais, sur des artistes de manière générale, mais on fait beaucoup le rap parce que c'est grave politique et c'est aussi un référentiel que la plupart des jeunes ont aujourd'hui. C'est ça. Et puis c'est sous-estimé aussi. Nous, on aime bien mettre un signe égal entre un philosophe et un rappeur et dire que les deux pensent, en fait. On trouve ça hyper intéressant. Pas forcément de la même manière. Il y a toujours eu ce débat. Poète et philosophe ne pensent pas les mêmes choses, d'ailleurs se détestent parfois. Mais qu'au final, c'est ça qui nourrit la pensée. Exactement. HLM 3 de Lunatic, vous aimez bien ce morceau ? Carrément. J'aime la grande vie, c'est la merde, mais je l'aime car c'est la mienne. Il n'y a pas de bonheur sans problème. Et voilà, alors là, il n'y a pas de grande santé sans maladie, Nietzsche. C'est ça, c'est exactement ça. C'est magnifique, ça, c'est un grand thème du rap, c'est d'avoir conscience que la misère t'amène à te construire autrement et à te construire singulièrement, notamment en tant qu'artiste. Elle est là, la richesse. Et on peut reciter PNL, La misère est si belle, qui pour moi, ce morceau-là raconte ce que dit cette phase-là de Booba. C'est magnifique, c'est toute l'affiliation du rap. C'est aussi d'avoir dit, on est dans la misère, on est dans des choses difficiles, mais c'est aussi ce qui nous forge et ce qui nous rend poète. Il est là notre privilège, quoi. Je pense aussi à Camus qui disait ça, que quand on est gorgé de soleil, par exemple, à Alger, on a un privilège que n'ont pas ceux qui sont à Paris, même s'ils sont riches. Et même, j'ai envie d'aller plus loin que ça, les riches ont trop dormi, ils sont devenus pauvres. C'est ça. Quoi, Casboy Ouais, je crois que c'est ça. Je vais vous citer maintenant Dinos, dans Frank Ocean. Il dit je dois sucer des bites pour prouver que je suis pas homophobe. J'ai un pote dans le Marais, ça sonne comme je suis pas raciste, j'ai un pote sénégalais. Bien sûr. Quelle phase, Dinos. Quelle phase incroyable, référence à Orelsan d'ailleurs. C'est ça. Moi d'ailleurs, la phase d'Orelsan, elle a été beaucoup décrite comme homophobe, etc. Elle l'est pas tant que ça. Hein. Et puis si on vient à la critique du concept d'homosexuel chez Foucault, il a raison. C'est dangereux de faire ça. C'est même homophobe de qualifier les gens d'homosexuels. Donc on peut lui donner totalement raison si on a envie d'être un peu de mauvaise foi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de surtout en ce moment,
de devoir toujours prouver qu'on n'est pas ceci, prouver que telle personne n'est pas misogyne, prouver que telle personne n'est pas raciste. Il y a une injonction au coming out. C'est-à-dire que, par exemple, pour parler de sujets de genre, on va tout le temps te demander « mais t'es qui, toi ?» Et il y a ce truc que comment prouver que quelqu'un est homosexuel ? Donc c'est forcément déclaratif. Et c'est très gênant, en fait, de penser comme ça. C'est ça. Et puis moi, je voudrais Dinos, là où sa phase est vraie, c'est que lui, il dit faut sucer une bite pour prouver qu'on n'est pas homophobe. Et ce qui est horrible aujourd'hui, c'est qu'il faut dire que tu suces des bites pour prouver que tu es homosexuel. Et en fait, les deux ont une injonction. Ça veut dire qu'à Dinos, on lui fait une injonction à prouver sa non-homophobie. Et aux autres, on leur prouve ils ont une injonction à prouver leur homosexualité en étalant, que ce soit leur pratique sexuelle ou en affichant ton orientation. Et tout le monde n'a pas envie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des pratiques homosexuelles, mais pas envie de les déclarer, pas envie de les dire, pas envie d'en faire une identité. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a des gens, ils vont dire moi aussi, je suis homosexuel et vas-y, je kiffe ma vie. Il y a des gens, ils vont être en mode oula, je veux clairement pas dire ça parce que la religion, parce que la famille, parce que le quartier, j'en sais rien. Mais du coup, ils n'ont pas forcément envie de se déclarer. Et c'est important de pouvoir garder ça aussi. Et cette injonction-là de toujours faire son coming out, c'est un truc qui nous vient vraiment des États-Unis et qui a été très critiqué par la pensée française homosexuelle à la Foucault. Donc, faut se méfier, c'est pas si simple. Et j'aime bien l'idée de dire que de toute façon, au final, ça ressemble beaucoup à dire oui, moi j'ai un pote sénégalais, donc je peux dire des dingueries racistes. Et c'est ça aussi, c'est l'instrumentalisation aussi, le truc de... Moi, je fais confiance à Dinos parce que je vois qu'il veut pas instrumentaliser ses potes homosexuels qu'il a, donc je suis content qu'il le fasse pas. Moi, j'aimerais pas qu'il le fasse. Si un jour on est potes avec Dinos, je saurais qu'il se servira pas de moi comme token PD. Donc je suis très content, merci Dinos. Tout à l'heure, tu citais PNL, Raz. Dans Cœur, NOS dit « L'être humain a failli me dégoûter, puis je l'ai rencontré ». C'est ça. Ah, très belle cette phrase. Ouais, elle dit tout, quoi, pour moi. Ouais, elle dit tout pour moi. Et puis, elle dit tout de PNL, où tu vois, il me faisait peur. Après, ils sont dans une expression radicale de leurs doutes, de leurs faiblesses. Et aussi, ils ont, à force de dire que c'est des personnes mauvaises, ils ont presque fini par s'en méfier. Et même leur dernier album parle beaucoup de ça. Ils ont réappris à vivre. Presque, ils ont réappris à regarder les autres, à essayer un peu plus de s'ouvrir, alors que leur premier album était beaucoup plus sombre. Et pour moi, c'est ceux qui parlent le plus de psychologie dans le rap et qui sont très philosophes et qui parlent beaucoup de comment ils se perçoivent eux, comment le monde les perçoit. Voilà, artistes et médecins. Et voilà, c'est ça, c'est que c'est des poètes et ils permettent aussi de se construire en tant que personne, je pense, pour beaucoup de monde. Et là, de manière très très large, quoi. Et ça. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. T'as peur des autres, et en fait, quand tu vas leur parler, en fait, tu comprends leur complexité, les nuances, et c'est ça qui enrichit et qui fait que t'es humain au final, quoi. Twitch, ça permet ça aussi. Ouais. Ça permet la rencontre avec l'autre, ça permet le débat. Est-ce que, et ça va être la dernière question, est-ce que le fait d'être sur Twitch, vous croyez plus en l'humain ou pas ? Ou moins ? Ouais. De toute façon, on prend le stream game et on l'encule à deux. Ouais, on va citer PNL, c'est ça. Merci Twitch alors. Merci Twitch. Ouais. Et venez sur la chaîne de Mickaël. Merci Internet plutôt. Merci Internet. Parce que les plateformes... T'as raison. Merci Internet. Faut rester critique. Merci à vous les gars, merci Dany, merci. Merci bien. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.